in the canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui, on va parler d'un film qui a beaucoup compté dans ma cinéphilie, en tout cas si je devais établir une liste de ces fameux 10 films, Le Pigeon en fait partie aisément. D'ailleurs, pour une petite parenthèse, je le dis à mon invité, j'ai découvert Le Pigeon grâce, vous allez rire, à Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte qui, au début des années 90, Canal+ lui avait proposé une carte blanche. Et donc, il avait parmi les films qu'il voulait voir diffusés, il y avait Le Pigeon. Donc, c'est grâce à Thierry Lhermitte que j'ai découvert ce film qui est resté, dont je ne m'en suis jamais remis. Loïc Le Bihan est là aujourd'hui pour nous parler de ce film. Et pourquoi de ce film? Parce qu'il y a un livre. Et vous savez très bien que chez Microciné, c'est très important, les écrivains de cinéma. Le Pigeon de Mario Monicelli, c'est édité chez nos amis de Presse Universitaire de Lyon dans la collection Le Vif du CG. J'avais reçu récemment Laurent Verret qui nous avait parlé de Forfaiture de Cécile B. Delisle. Donc, c'est dans la même collection. Vous avez un lien dans le descriptif de cette vidéo. Cliquez dessus et allez vous procurer, bien évidemment, le livre. Loïc Le Bihan est là pour nous en parler. Il est professeur en études cinématographiques à l'université Paul Valéry à Montpellier 3 et il est responsable du programme Analyse et création en études cinématographiques et audiovisuelles au sein de l'unité de recherche, là j'espère que je ne vais pas dire une bêtise, RIRRA 21, c'est bien comme ça qu'on dit. Rira. Je voulais pas le faire, j'avais peur de faire une blague, je me suis dit je vais peut-être pas le faire, donc vous l'avez fait, c'est très bien. Donc c'est Rira 21, c'est très bien ça. Et vous êtes vous avez été coéditeur, de la revue d'esthétique du cinéma Synergon plutôt, et vous avez publié de nombreux articles, ainsi que le fameux Shining au miroir sur interprétation chez nos amis Rouge Profond en 2017. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Écoutez, comme je vous l'ai dit, je suis doublement content, je vous le disais hors caméra, parce que Le Pigeon, et puis aussi parce que vous allez nous expliquer comment vous l'avez rencontré, ce film, et puis surtout, il faut nous dire la vérité, parce qu'il y a quelque chose par rapport à ce film. Je vous laisse en parler. Donc, effectivement, comment s'est passée cette première rencontre avec ce film? Et vous aviez quel âge? Parce que ça, vous ne l'avez pas précisé, je crois, dans le livre. J'en fais une découverte un peu originaire, mais c'est pas tout à fait ça. Non, je l'ai découvert il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Dans un cadre très particulier, non pas grâce à Thierry Lhermitte, comme manifestement ça a été pour vous, mais dans un contexte beaucoup plus institutionnel, puisque à l'époque, je faisais des interventions dans des lycées et des collèges d'initiation à l'analyse de films, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Lycéens et apprentis au cinéma. Et il se trouve que ce film-là a été au programme, je crois qu'il est revenu, enfin bref, il était à l'époque au programme dans une liste de films au programme, et là où j'exerçais, c'est-à-dire en région Languedoc-Roussillon, il avait été choisi parmi les quelques films au programme de l'année pour que ensuite on aille en classe et inciter les étudiants à établir des rapports un petit peu plus autres que de rapports de consommation au film, et donc des rapports plus critiques ou plus analytiques. Et donc, je faisais ça régulièrement, et quand je suis tombé sur ce film-là, selon une méthode qui était un petit peu une méthode en train de s'élaborer sans forcément trop de conscientisation, j'ai découvert le film sans trop chercher à en connaître d'abord quelque chose sur le plan du contexte. Et puis, comme je l'explique dans le livre, ça a été une rencontre un petit peu étonnante, puisque j'ai été quelque peu déçu dans mes attentes. Non pas d'une déception qui serait une déception liée au fait que, le film m'avait plu, et ça, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais j'étais étonné par le peu d'effets comiques que l'on pouvait trouver dans un film que je pensais être un film de genre, d'une certaine manière, avant tout. Et c'est quelque chose dont j'ai fait une méthode dans les ateliers que je faisais avec les élèves et les étudiants, parce que, vous savez, faire découvrir, par exemple, Zéro de conduite à des élèves contemporains ou même n'importe quel film en noir et blanc aujourd'hui, c'est selon les classes dans lesquelles vous vous rendez, c'est compliqué parfois. C'est-à-dire qu'il y a une méfiance de départ. Et donc, bien souvent, je pars de la potentielle déception qui peut être celle des publics pour amorcer le travail, en fait, en quelque sorte.
essayer d'entrer autrement dans le film et de se poser la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'on peut être déçu, et c'est souvent un bon point de départ à mon sens. Enfin moi j'ai souvent vécu comme un bon point de départ dans mes ateliers. Et donc en fait j'ai commencé à réfléchir à partir de ça, de cette déception. Mais pourquoi si peu d'effets comiques, notamment au moment où on l'attendait le plus, qui est le moment du climax narratif, mais qui est aussi le moment qu'on peut imaginer être le moment du climax comique, et qui est celui de cette espèce de parcours d'effraction pour rentrer dans une hypothétique salle d'un monde piété pour voler un coffre, enfin le contenu d'un coffre. Et donc ça a été là le point de départ. Et ça a été là le point de départ. Et à l'époque, je me souviens avoir eu une sorte d'intuition de ce que, voilà, que si le film n'était pas à considérer comme proprement adéquat à la catégorie du burlesque, bon, ce à quoi j'aurais pu parvenir par ailleurs, hein, par un travail de contextualisation et de documentation. Mais le mot de grotesque m'est venu très vite, en quelque sorte, à l'époque, comme une intuition, sous la forme d'une intuition. Et essentiellement à cause d'une image dans le film, enfin d'un moment dans le film, sur lequel je m'attarde et je reviens plusieurs fois dans le livre, qui est celui de cette espèce de trouvaille, comme disent les critiques de l'époque comique, cette trouvaille comique de la scène de la verrière, durant laquelle on a une sorte de dispute d'un couple qui vient interrompre la progression littéralement de nos personnages et qui les oblige à se figer au plafond de la verrière et qui nous apparaissent tels des personnages un peu nichés dans les décors. Et c'est là où, effectivement, sans doute, quelques éléments de culture, d'histoire de l'art me sont revenus et je me suis dit, mais ça me fait penser aux ornements grotesques. Il y a quelque chose de proche de cela. Et donc ça a été le point de départ d'une réflexion qui ne s'est pas menée tout de suite, parce que je n'en ai pas eu l'occasion, mais qui s'est menée par à coup au long des quelques années qui ont suivi, et qui m'ont mené à un moment donné à décider de me lancer dans ce projet véritablement, et donc de faire un vrai travail sur le film, d'enquête en fait, hein, sur le film. Donc voilà l'origine. Donc c'est l'origine du projet, et je dois dire qu'au fur et à mesure qu'il y a eu des moments où de joie, hein, vraiment, dans ce travail d'enquête, parce que le jour où je me suis rendu à Rome, enfin, le séjour que j'ai effectué à Rome sur les lieux de tournage ont fini de me convaincre qu'il se passait quelque chose. Alors, ce qu'il faut préciser, parce que moi-même j'avais été surpris dès les premières lectures dès les premières pages, pardon, du livre, c'est que il faut pas s'attendre à comment dire à un livre dans lequel vous allez contextualiser le film dans la production, vous l'évoquez un petit peu, mais c'est pas forcément ça qui vous intéresse. Non, dès le départ, dès le début, on attaque directement des scènes, on les étudie, on les dissèque, et il y a comme ça une espèce effectivement d'enquête, mais très méticuleuse, en prenant des bouts comme ça d'extraits du film, mais aussi de leur remake, mais aussi peut-être de cette suite Hold Up à la milanaise, je crois, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je le voie celui-là aussi. Et là où je veux en venir, avant qu'on commence effectivement à parler de toutes ces références, mais aussi de ce que vous appelez, vous, grotesque, parce que je suis persuadé qu'il y a quelques-uns et quelques-unes qui peut-être ont un autre sens du mot grotesque. Juste, je voulais savoir comment vous avez travaillé cette structure, ce que je disais par rapport au début. Comment vous avez travaillé la structure du livre, comment vous avez décidé aussi à travailler le rythme. Il y a un rythme dans votre manière d'écrire, comment dire, qui est très épuré en fait. Vous allez très vite à l'essentiel. Vous n'allez pas nous raconter une histoire comme quoi Monicelli, c'est un cinéaste qui a fait ça, et dans l'histoire. Non, on va tout de suite dans l'image. C'est très godardien, il y a deux images et vous les comparez. Donc, est-ce que pour vous, ça, c'était une évidence dans la manière de structurer votre livre? Écoutez, oui, c'était vraiment l'idée. C'est-à-dire que je voulais faire un livre qui puisse se lire d'une traite. Et qui se lise d'une traite un peu comme une enquête, avec un espèce de rythme un peu policier, effectivement, malgré tout, même si c'est pas du tout évidemment un roman policier. Mais pourquoi? Essentiellement parce que je voulais être un petit peu en contraste, essayer autre chose que ce que j'avais fait dans mon précédent livre, qui compte 393 pages sur Shining, et qui est un livre qui est impossible à lire d'une traite. Enfin, moi-même, je n'y arriverai pas. Donc je voulais un livre qui soit rapide,
voilà, qu'on puisse lire très rapidement et qui puisse, voilà, qui effectivement, j'entends ce que vous dites. Bah, si ça fonctionne, tant mieux, puisque Ah c'était oui, effectivement oui. un des enjeux de ce livre-là. Je sais qu'il y avait eu aussi un certain nombre de critiques qui avaient été formulées à l'endroit de l'écriture, du style d'écriture de mon premier livre, qui par moments pouvait être un petit peu empoulé, un petit peu lourd, mais parce qu'il y avait des comptes à rendre d'une certaine manière sur le plan scientifique dans le précédent travail. Et donc là, je voulais quelque chose qui soit beaucoup plus net, qui soit plus rapide, qui soit voilà. Donc tant mieux si c'est l'effet que ça vous a fait dans la lecture, puisque c'est effectivement ce que j'escomptais. D'une écriture plus légère, qui soit à la fois informée et puis parfois un petit peu, elle-même comique, enfin avec quelques petits effets comiques tout de même. Oui, 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 oui. Enfin, surtout quand on a vu le film, donc c'est encore beaucoup plus. Enfin, c'est vraiment une. Enfin, quand vous parlez, quand vous dites par exemple, quand vous présentez les personnages, vous dites que ce sont des bons à rien. J'ai vu le film, vous êtes gentil quand vous dites vraiment que ce sont des bons à rien. Enfin, il y a des choses comme ça. Mais par rapport aussi au chapitrage, par rapport à à l'architecture de ce livre, comment ça a été pensé? Ça m'intéresse de. Alors, il y avait effectivement, cette idée, d'abord cette première idée qui était celle de faire entendre au lecteur que, quand on a affaire à un film comme celui-là, c'est un film qui est un peu consacré par la tradition cinéphilique et historiographique, hein. C'est-à-dire qu'il y a un film qui est dans l'histoire du cinéma, qui a fait date, hein, qui est vraiment considéré comme un film marqueur et qui donc, a été souvent commenté dans ce contexte-là, hein. Quand vous dites que je ne contextualise pas, j'ai envie de dire, c'est pas la peine que je contextualise, puisque le film a déjà donné lieu à beaucoup de discours de contextualisation historique, directement dans son époque, dans le contexte du genre, cinématographique, du cinéma italien, et cetera. Donc c'était pas mon projet. Même si effectivement je donne quelques éléments quand même quand c'est cette, contextualisation. Mais l'idée, c'était effectivement de faire entendre d'abord, quelque chose un petit peu de ma méthode. C'est-à-dire que quand un film est un peu fixé, d'une certaine manière, dans sa réception par la tradition, il est difficile de faire bouger un petit peu la lecture d'une certaine manière. C'est-à-dire de faire bouger un peu le spectateur et de lui faire voir le film potentiellement un peu autrement que pris dans cette gangue qui est celle de, sa place dans le genre, dans l'histoire, et cetera. Et donc il est une des manières de faire cela qui est de confronter le film à son histoire de production, de le confronter à sa réception et notamment sa réception critique primaire, hein, la manière dont il a été reçu à l'époque, et aussi de le confronter à toutes ces réinterprétations que sont, des variantes ou des remakes ou des suites. Donc c'était une manière en quelque sorte de l'assouplir d'une certaine manière, hein. Je dis de le virtualiser, c'est-à-dire de remettre en jeu, un objet vivant. Voilà, et donc ça c'était l'idée. Et ensuite très vite effectivement j'en viens au 2e chapitre qui est pour moi le cœur du livre, hein, en fait, hein. Qui est là où je propose tout mon travail interprétatif principal, avec ensuite les 2 derniers chapitres qui viennent essayer voilà, de mettre à l'épreuve l'hypothèse, quant à certains enjeux qui sont liés, d'une part au lieu de tournage, hein, à l'influence que le fait de tourner dans tel ou tel lieu peut avoir sur le processus, et puis sur les personnages, hein, lieu-personnage. Ça a été un petit peu l'articulation des 2 derniers chapitres. Donc ça s'est mis en place, sans que je n'ai eu à y réfléchir de manière, trop disputée. C'est-à-dire que pour moi, ça s'est mis en place de manière assez simple, assez facile, hein, je dois dire. Permettez-moi de commencer un peu par la fin du livre, par rapport à la géolocalisation. Le pigeon, vous le dites, et moi ça m'avait complètement. Enfin, c'est un film qui se situe à Rome. C'est un film romain. D'ailleurs, le chapitre c'est un film romain. Bref, il y a ça. Est-ce que quand on voit les remakes qui ont été faits ensuite, Bienvenue à Collinwood, je crois, des frères Russo, et puis vous dites aussi Crackers de l'Humal, est-ce que le fait que est-ce que Rome, la ville, c'est un aspect fondamental, important, au film Pigeon. Est-ce que les remakes, est-ce qu'en fait c'est une histoire exclusivement romaine et que ça ne pourrait pas faire l'effet de remake parce que c'est juste
C'est quelque chose qui est enfermé dans Rome. Ça a un lien avec Rome, avec sa culture, avec sa peinture. Est-ce que c'est une histoire qui doit être exclusivement romaine? Alors, je ne crois pas que justement le film, c'est la raison pour laquelle finalement les réalisateurs qui ont proposé des remakes l'ont transposé dans un monde américain, dans des mondes américains, et je pense que ce qu'ils ont cherché Donc à dans un transposer, humour, donc dans un humour aussi. et aussi dans un humour Oui, américain, ça tout à c'est fait, ce que vous effectivement. évoquez dans le livre, oui. Ah oui, tout à fait. Ils ont restauré, d'une certaine manière, et j'emploie des guillemets, mais ils ont restauré d'une certaine manière une mécanique beaucoup plus burlesque, ce qui est tout à fait, logique, hein, puisque ce sont des Américains qui ont repris. Mais ils ont repris le milieu social, en fait, hein. Il y a une transposition de, la dimension, sociologique, essentiellement, des personnages. Et Le Pigeon, à mon sens, est un film romain, mais peut très bien, si on en a une lecture, comme film de genre, il aurait pu tout aussi bien s'implanter dans une autre ville que Rome, à mon sens, hein. Alors il peut y avoir des effets, comiques, vernaculaires, qui pour un public italien, remettront le film effectivement à Rome, et puis il y a bien des éléments qui renvoient à la ville de Rome. Mais le fait même que, par exemple, parfois, il y a une certaine désinvolture, qui n'est pas tout à fait une désinvolture, dans le choix de lieux de tournage qui sont très reconnaissables pour des publics a priori romains, mais Mmh. qui ne sont pas forcément pour un public international, et que, en quelque sorte, ces lieux qui sont très reconnaissables ne soient pas filmés comme des lieux très reconnaissables, comme ça peut arriver dans d'autres films romains, pour le coup, qui cherchent à mettre en évidence, comme Rome ville ouverte, hein, qui commence par Mmh. un plan qui nous situe très clairement, qui nous indique très clairement qu'on est à Rome. Donc le film est romain, mais d'une certaine manière de manière très souterraine, en fait. Très souterraine, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence. Il se trouve qu'il y a eu des ouvrages qui sont parus sur le cinéma romain, et que Le Pigeon n'en fait pas partie de manière évidente. C'est ce que vous dites, ouais, il y a deux trois exemples comme ça. Mais pourquoi selon vous, euh, comment dire, selon vous, pourquoi selon vous Monicelli, donc le cinéaste, n'en a pas vraiment, comment dire, il a été discret sur cela. Pourquoi il a travaillé de cette manière-là? Pourquoi il a voulu vendre ce film comme une simple comédie? Même à un moment, il parle de et d'ailleurs, ce mot-là est important et j'aimerais bien qu'on en parle ensuite. Il utilise le mot grotesque, vous le dites dans le livre au cours de l'entretien. Il parle de ces personnages qui sont très prolos et très inspirés par de grands personnages, d'autres grands personnages qui finalement sont grotesques. Pourquoi Monicelli est très discret dans le rapport très, comment dire, très complexe finalement de ce film avec l'histoire de l'art, comme vous le dites dans le livre. Comment vous pouvez l'expliquer? Alors, peut-être que là, pour pouvoir répondre à votre question, il faut que j'en vienne un petit peu au propos du livre quand même. C'est-à-dire Oui. qu'effectivement, le propos de mon livre, c'est quand même de considérer qu'il s'est passé quelque chose dans la fabrique de ce film, dans son histoire de production, qui est un peu singulier, qui n'est peut-être pas si singulier que ça au regard d'une certaine conception de ce que peut être la création, la logique de création. J'y reviendrai peut-être, mais dans le livre, je vais juste commencer par là. Dans le livre que j'ai fait sur Shining, ce qui s'est révélé à moi durant, un très long travail, un très gros travail d'enquête sur la réalisation et la production de Shining, c'est que le film avait été, selon, le mot d'un philosophe de l'art qui s'appelle Étienne Souriau, le film avait été instauré. Il avait été le lieu de ce qu'on peut appeler une instauration. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, Kubrick a trouvé le film que devenait devenir Shining dans le cours de la fabrication. C'est-à-dire qu'il y avait une idée à l'origine, et dans le cours de l'élaboration du film, ça a glissé, hein. C'est-à-dire le film est devenu autre chose que ce qu'il devait être. Et Kubrick avait ce génie, sans doute avec d'autres, hein, d'être à l'écoute de ce que l'œuvre doit devenir. Et il me semble qu'il s'est passé quelque chose qui est un peu semblable, mais beaucoup moins conscient dans la fabrique du pigeon. C'est-à-dire que, à mon sens, il y avait une idée qui s'est révélée dans les discours, dans mon enquête, dans des témoignages que j'ai retrouvés. C'est-à-dire que Monicelli a pu, à un moment donné, déclarer qu'il voulait faire cette comédie, à une époque où on faisait des comédies très grotesques, là, pour le coup, hein, au sens usuel du terme, hein, faites de farce, et cetera. Enfin, très, burlesque, mais corporel, quoi, hein, voilà. Mmh. Une époque où la comédie, c'était cela. Il a voulu tourner ce film comme un drame.
C'est-à-dire qu'il a voulu, en quelque sorte, mettre le couvercle sur la dimension comique de l'extrême, enfin comique extrême, corporel, et donc faire un film en quelque sorte tempéré. Un film qui serait, un film, voilà, plus proche dans sa mise en scène d'un drame que d'une comédie, au sens où les comédies se consommaient et se fabriquaient à l'époque. Et je pense que ce processus-là, c'est mon hypothèse, hein, elle est difficile à argumenter parce qu'effectivement, on est dans la tentative de reconstitution, non pas seulement d'intention, mais de processus, et psychologique, et d'une psychologie collective en plus. Donc, c'est très, très, d'une certaine manière risqué, hein, la manière dont je prends la chose. Mais je pense que ce processus-là de répression, et c'est l'hypothèse principale, a conduit à ce que cet aspect grotesque du film, d'une certaine manière, fasse résurgence, comme exactement au moment du geyser, vous vous rappelez, quand ils essayent d'empêcher que l'eau sourde jaillisse du mur, bah, ils mettent du tampon pour que mais l'eau coule quand même. Voilà. Donc, Exactement. je pense que c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que à vouloir à tout prix faire en sorte que ce film ne soit pas grotesque, c'est l'imaginaire même du grotesque qui est ressorti. Et il se trouve que Rome, c'est la ville originaire du grotesque au sens antique et renaissant, puisque le terme même de grotesque vient de glotto en italien, et qui renvoie à la cave, à la grotte. Et en fait, le terme de grotesque, hein, je ne dis pas tout ce que ça recouvre avant l'Antiquité, enfin avant la Renaissance, et tout ce que ça recouvre après la Renaissance, mais le terme même vient d'un moment de découverte d'ornements dans les sous-sols de Rome, d'un ornement qu'on va appeler les ornements grotesques, et qui vont devenir une mode à l'époque renaissante très très forte, et ornements qui sont très qui sont datés de l'époque de Néron, hein, de l'époque de l'Antiquité, et qui sont très inconvenants du point de vue des théories de l'art de l'époque, hein, qui cultivent la beauté et l'idéal, hein, le beau idéal, et qui les ornements grotesques sont des ornements qui, au contraire, vont du côté de la fantasmagorie, des alliances contre nature, entre animaux et humains, entre humains et plantes. Ils s'insinuent dans les interstices des murs, ils grimpent partout. Enfin, c'est quelque chose de très proliférant. Et donc, bah, c'est à quelques dizaines, centaines de mètres des lieux de tournage que tout cela s'est joué. Donc quand j'ai été sur les lieux de tournage, il y a eu un moment décisif pour moi, c'est que je me suis rendu compte que cette fameuse rue dans laquelle les personnages font leur repérage avant de découvrir que l'appartement qu'ils doivent investir pour réaliser leur cambriolage est en fait occupé, alors qu'ils le pensaient vide. Eh bien, on a Marcello Mastroianni, et je dis bien Marcello Mastroianni, je ne dis pas l'acteur, le personnage, je dis l'acteur, qui au moment du tournage, à l'endroit où il est placé, j'y ai été moi-même, je me suis mis exactement à l'endroit où il était placé dans le tournage, il ne peut pas ne pas apercevoir dans la perspective de cette rue une immense tour de pierre qui s'appelle la Torre delle Melezie, et qui, dans l'imaginaire populaire romain, est autrement appelée la tour de Néron. Parce que contre toute vérité historique, c'est le lieu depuis lequel Néron aurait observé et contemplé l'incendie de Rome de 64 qui allait lui permettre ensuite. Qu'il a lui-même provoqué. Enfin, je dis pour ceux qui ne savent pas. Qu'il aurait provoqué, c'est vrai. C'est difficile d'être sûr de ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'effectivement. On a vu Covadis, donc pour nous, donc voilà. Covadis dit le cinéma dit la vérité, voilà. Donc c'est Covadis. Exactement. Donc effectivement, je me suis là convaincu de ce qui s'était passé quelque chose. Alors, qui ne relève pas d'une intentionnalité, c'est là où c'est compliqué. C'est que, en fait, si vraiment Monicelli avait été conscient de la chose, si l'équipe, parce qu'ils étaient 4 scénaristes, hein, si l'équipe avait été très consciente de cette évocation, de cette histoire romaine, et de faire revenir toute cette histoire de l'art dans le film aurait pris un tour allégorique. Il aurait été beaucoup plus lisible dans ses effets de référenciation et d'allusion
à tout cet imaginaire et ce pan culturel. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut aller le gratter pour retrouver des éléments un peu épars qui font signe de cela. Donc, mon hypothèse, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'est joué sans que cela soit conscientisé, en fait. Donc, c'est un concours de circonstances. À la fois, sans doute, un concours de circonstances, mais effectivement, quelque chose qui a été pour autant sans doute senti, puisqu'il Mais y a... vous l'avez senti, vous. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que quand je lisais le livre, je n'arrivais pas à comprendre que vous avez senti quelque chose et donc il a fallu que vous vous déplaciez, que vous alliez même là-bas pour voir. C'est qu'il y a il y a une chose que vous avez vue que même Hadj Scarpelli, même Monicelli ne l'avait pas vu. Je sais pas. C'est génial et c'est troublant à la fois. Je l'ai attrapé par un petit bout. Hein, ça a été mais cette image, ça fait penser quand même aux ornements grotesques. Et après, il y a l'enquête. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je travaille d'une manière, on va dire, je suis très piercien. Je ne sais pas si vous connaissez ce sémioticien un petit peu, mais je vous du début du XXe siècle, qui s'appelle Charles Sanders Peirce. Et Charles Sanders Peirce, qui était un très grand esprit, était notamment un logicien, et il avait l'habitude de distinguer dans les processus logiques. Il a ajouté un troisième terme, c'est-à-dire que jusque-là, on travaillait avec deux notions logiques, qui étaient celles de l'induction et de la déduction. Alors, soit effectivement, on travaille à partir de terrain, c'est les enquêtes de terrain qui sont très inductives souvent, donc il faut qu'on passe tout en revue pour voir s'il y a des régularités, des lois qui se dégagent, soit on est du côté de la déduction, c'est-à-dire qu'on élabore des théories et puis ensuite on cherche à les confronter à des réalités pour voir si ça correspond à des cas. Et Charles Sanders Peirce a indiqué que pour lui, la véritable invention ne pouvait provenir que d'un troisième type de processus logique, qui est celui qu'il appelle de l'abduction, et qui est celui qui se met en route dès lors qu'on se trouve confronté à une situation anormale et pour laquelle on n'a pas de cadre préétabli, et où on va tout de suite poser une hypothèse. Hein, et si c'était cela, hein. Et donc ça, c'est ma manière de travailler, mais il est évident que quand on interprète de manière abductive, hein, mais si c'était cela, ça expliquerait tout, hein, eh bien c'est extrêmement faillible, c'est extrêmement dangereux. Donc ça suppose derrière d'être très, 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 comment dire, circonspect, sérieux, rigoureux dans l'enquête qui va ensuite venir tâcher de vérifier si l'hypothèse tient ou pas. Et ça a été l'objet de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail de ma part, et notamment effectivement de cette visite à Rome et de la consultation d'une documentation assez importante, et donc d'une réflexion sur voilà, est-ce que ça tient ou pas. Donc c'est l'enquête, ça. C'est pas forcément moi, c'est l'enquête. Et c'est ce qui fait que quand vous avez découvert le film pour la première fois, ce sentiment de déception dû à la deuxième partie du film, c'est-à-dire le moment où ils vont braquer, ils vont braquer le coffre. Donc c'est dû à ça finalement, à ce que vous dites au niveau de l'enquête, à de la finalité. Est-ce que donc c'était dû à ça? C'est exactement cela. C'est que je me suis retrouvé dans la situation de Peirce qui parle de son horloge dans son bureau. Il dit, écoutez, mon horloge, je ne l'entends jamais. Elle sonne toutes les heures, je ne l'entends jamais. Je ne l'entendrai que si, tout d'un coup, elle ne sonnait pas à la bonne heure. Et là, ça serait un phénomène surprenant. Et donc, je serais obligé d'émettre tout de suite une hypothèse sur qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc, ça peut être un ressort, ça peut être... Vous voyez, et en fait, cette déception ne m'a pas rendu le film antipathique. Au contraire, il a décuplé mon intérêt pour ce film. C'est-à-dire que cette relative déception a été, pour moi, un phénomène surprenant, comme le dirait Peirce. Et j'ai voulu aller y voir de plus près. Et ça a donné effectivement l'enquête et le livre que vous avez pu lire. Une horloge, le réveil, comme celui de... C'est Campanelle, je crois. Qui sonne au bon endroit. et oui, ça, là, pour le coup, il ne faut pas spoiler. Je m'en fous généralement de spoil, mais là, pour le coup, ce serait dommage. Il y a autre chose aussi. Il y a les acteurs. Ça, vous en parlez, et c'est quelque chose de très important. Il y a une histoire par rapport à ça. Est-ce que ça aussi, c'était quelque chose qui est arrivé dans cette enquête-là, ou c'était un truc qui était à part?
le fait que le travail aussi avec les acteurs, comment Gassman est arrivé dans ce film, comment les autres aussi sont arrivés. Est-ce qu'il y avait aussi, ça a été aussi un concours de circonstances ou c'est lié aussi à cet aspect du grotesque? Alors, encore une fois, je pense que la dimension grotesque, elle n'est pas dans l'intention de Monicelli et de ses acolytes. Donc, je pense que dans le repérage des acteurs, je pense qu'il, sans doute, comme à l'accoutumée, hein, il a beaucoup témoigné du fait que il aimait. Bon, alors, il recrute évidemment des professionnels, puisqu'il faut que le film il tienne sur le plan économique. Donc, il faut quelques têtes d'affiche. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup de discussions avec son producteur là-dessus, sur ces choix-là. Il cherche à imposer Vittorio Gassman parce qu'il est convaincu que Gassman peut faire un très bon comique et il a raison de le faire parce que ça a très très bien fonctionné et Gassman a été voilà, ça a été une découverte pour les publics contemporains et les critiques contemporains que Gassman puisse jouer un rôle comique. Mais il y a aussi ces acteurs qui sont des acteurs amateurs qu'il va trouver sur la base du repérage d'une allure, d'une physionomie, d'un comportement, et ça faisait partie de sa pratique. Hein. Donc je pense qu'il a sans doute fait son casting comme il aurait fait le casting de ses autres films. Donc à ce compte-là, je ne pense pas qu'il y ait une particularité liée à la production du Pigeon. Par contre, ce qui m'apparaît assez évident, c'est que dans ce film, qui est un film choral pourtant, hein, il y a quand même, Vittorio Gassman a été l'acteur qui a éclaboussé de sa prestance le film aux yeux de tous les publics. Et on a beaucoup parlé de la prestation de Gassman dans ce film en particulier. Hein. Mais moi, ce que mon enquête m'a mené à considérer, c'est la présence finalement aussi importante par rapport à ce qu'est son film, d'un autre personnage qui peut être considéré comme un personnage secondaire, mais qui est pour moi un personnage vraiment emblématique de ce que sont finalement ces personnages, et qui est le personnage de Capanelle, qui est joué par un acteur qui a été trouvé dans la rue et qui est un peu voilà, qui a une allure un petit peu grotesque par elle-même, hein, d'une certaine manière, et qui est sans doute pour moi finalement le personnage emblématique de ce film. C'est-à-dire celui qui, d'une part, est là depuis le début jusqu'à la fin, puisque c'est lui qui va chercher tous les membres de la troupe qui va se composer, et c'est avec lui qu'on finit. Et c'est le personnage qui, du début à la fin, ne bougera pas dans son éthique. Un personnage incapable de s'intégrer à la société, pour X raisons qui tiennent à ce qu'il est, et qui, à mon sens, dit d'une certaine manière sans doute un peu plus de la... alors là, je me risquerais à dire cela tout de même pour nous ramener à Monicelli, qui dit sans doute un peu plus de la philosophie de Monicelli que le comportement de Vittorio Gassman, qui finalement voilà, va se normaliser. J'en dis pas plus, mais va se normaliser en tout cas. Monicelli a eu cette phrase où il dit que effectivement les personnages de son cinéma, ce sont les marginaux, les vagabonds, les lazzaroni, ces marginaux, et que ce sont les personnages de son cinéma. Or, dans le film, s'il est un personnage qui est vraiment, mais vraiment radicalement un personnage de marginal, c'est bien ce personnage de Capanelle. Il a faim. Il a faim. Il mange même le repas du petit de Mastroianni au cours d'une séquence d'anthologie. C'est vraiment un personnage très... Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il a très faim, ce personnage. Et il a très faim, il est viscéralement... il est affamé et viscéralement marginal. Viscéralement grotesque. Viscéralement grotesque. Je rappelle, Le Pigeon de Mario Monicelli, c'est édité chez Presse Universitaire de Lyon dans la collection Le Vif du Sujet. Vous avez un lien dans le descriptif de cette vidéo. Bien évidemment, on a dit que 5% du livre, parce que j'invite vraiment celles et ceux qui nous ont regardé de lire le livre, parce qu'il y a vraiment... Les séquences sont méticuleusement disséquées, et avec aussi, on parlait de Néron, par exemple, page 94, il y a deux images, deux tableaux, dans le temple de Bacchus et Poppée portant la tête d'Octavian. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a quelque chose il y a un montage savamment pensé au niveau des images et du texte. Il y a les séquences qui sont énormément disséquées. C'est pour ça que je vous invite vraiment à le regarder. Dernière question qui, là,
pour le coup, sort complètement de l'enquête, que beaucoup plus généralisé. Vous en avez parlé au début de l'émission, c'est que c'est un film qui a été présenté dans le cadre, en tout cas, dans un décor scolaire. Pourquoi aujourd'hui, en 2022, il faut toujours voir Le Pigeon, selon vous? Ah, vaste question. Mais sans doute parce que il faut se donner la chance de le voir autrement, de voir renouveler. C'est un des enjeux du travail que je mène. Hein. J'ai pour habitude de dire que mon approche relève plutôt d'une politique du film que d'une politique des auteurs. C'est que effectivement, parfois l'approche auteuriste ou générique ou contextualiste de manière générale, eh bien, participe à voiler un petit peu les films et à les figer dans un type de rapport un peu convenu. Et donc, voilà, ce que j'essaye de promouvoir, c'est un rapport renouvelé au film qui aille chercher toutes les potentialités qui peuvent être ceux de ces films-là. Et ce film-là, au-delà des réjouissances qu'il nous promet sur le plan comique, puisqu'il est malgré tout comique. C'est quand même, il est assez efficient et il est savoureux, ce film. Il est très drôle, ce film. Au-delà du fait que ça soit un film savoureux et qui, en règle générale, toutes les personnes qui l'ont vu, qui ont témoigné, m'ont dit le plaisir qu'ils ont eu à le voir ou à le découvrir. C'est un film qui, à mon sens, continue d'interpeller, parce que peut-être moins en France, mais en tout cas en Italie, je crois que le film est beaucoup plus connu que chez nous et continue d'interpeller beaucoup les publics et a marqué beaucoup, parce qu'il y a ce supplément d'âme que j'ai essayé de mettre en évidence d'un film très complexe, finalement, malgré tout. Et la saveur vient aussi de cette complexité-là, qu'on ne va pas forcément appréhender de manière très construite quand on le voit, mais qui est là et qui participe de l'efficace du film. Le film d'ailleurs aussi qui est, voilà, je vous une petite parenthèse, hein, qui est encore unanimement reconnu et discuté dans les pays du Maghreb. Monicelli est un cinéaste, je sais qu'en Algérie, il a même été produit. La série des Brancaleone avec Gassman, les films ont été produits par l'Algérie. Donc c'est par rapport à une géolocalisation. Et vous parliez de politique d'auteur. Là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, il serait grotesque aujourd'hui de pratiquer la politique des auteurs, vu que c'était lié à une période qui était bien précise, bien donnée, où il fallait batailler pour... alors qu'aujourd'hui, la guerre est gagnée. Ça y est, on l'a gagné, la guerre. Il y a des auteurs, c'est bon, parlons maintenant des films. C'était vraiment un plaisir, en tout cas, de vous écouter parler autrement de ce film. Et je voulais vraiment que celles et ceux qui nous regardent, qui vont nous regarder... voilà, même ceux qui connaissent ce film, je pense que ça va leur donner l'envie de le revoir là de manière différente. C'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup Loïc Le Bihan d'être venu chez Microciné. En tout cas, et j'espère à une prochaine fois. On dit comme ça. Merci beaucoup à vous pour votre invitation et m'avoir invité à vous témoigner de cette expérience menée pour ce livre. C'était un plaisir en tout cas. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.